Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Au sommet de cette édition, au Niger, la junte accuse Paris, Cotonou et Abidjan après l'attaque de l'aéroport de Niamey. Après la finale Sénégal-Maroc, la Confédération africaine de football a infligé de lourdes sanctions. À Gaza, Donald Trump affirme que le Hamas serait prêt à se désarmer. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au Niger, la tension monte d'un cran. Le chef de la junte, le général Abdourahmane Tiani, accuse directement les présidents français, béninois et ivoiriens d'avoir été les sponsors de l'attaque de l'aéroport de Niamey. Il a par ailleurs salué l'action des forces de sécurité nigériennes et de leurs partenaires russes. Suivons ensemble. Dans ce quartier de Niamey, les habitants sont encore sous le choc. Ils ont été réveillés dans la nuit de mercredi à jeudi par des tirs et détonations qui ont visé l'aéroport de la capitale. C'est comme si c'était des échanges et après c'était des tirs avec des armes lourdes comme des mortiers et c'est des tirs répétitifs. Ces clichés satellites montrent l'aéroport avant l'attaque, puis après avec des hangars touchés. La junte au pouvoir est restée silencieuse jusqu'à la diffusion de ce reportage par la télévision d'État. On y voit le chef militaire du Niger sur les lieux de l'attaque. Autour de lui, des morts et des prisonniers présentés comme les assaillants. Immédiatement, Abdourahmane Tiani accuse les présidents français, béninois et ivoiriens. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Au contraire, la junte a remercié la Russie pour son aide, partenaire dont elle s'est rapprochée après avoir obtenu le départ des armées françaises et américaines du pays. De leur côté, les spécialistes de la région estiment que cette attaque a été probablement conduite par les djihadistes. Le mode opératoire utilisé y ressemble et les groupes terroristes sont très actifs au Sahel. Ils affrontent régulièrement les autorités nigériennes. Néanmoins, aucune revendication n'a été publiée. En Côte d'Ivoire, face aux difficultés des producteurs, les autorités ivoiriennes passent à l'action. Le conseil Café Cacao a lancé un programme de rachat des stocks de fèves accumulés depuis plusieurs semaines. Une mesure destinée à soutenir les planteurs et stabiliser le marché. Suivons ensemble cet extrait. En Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, le régulateur du secteur passe à l'action. Le conseil Café Cacao a officiellement lancé un programme de rachat des fèves stockées depuis plusieurs semaines par les producteurs, faute de débouchés. En cause, le refus de plusieurs exportateurs d'acheter le cacao ivoirien au prix garanti de 2800 francs CFA le kilo. Premier phénomène, le problème de la logistique dans les ports
le fait que les bateaux qui viennent dans le port d'Abidjan ne viennent pas à temps pour récupérer la production qui est disponible. Deuxièmement, il y a le problème de la liquidité. À Paris, au moins, il y a un problème de liquidité. Vous comprenez que dans le circuit de la commercialisation, il y a un problème de paiement. Pour éviter une crise sociale, le gouvernement a décidé d'intervenir. Le Conseil Café Cacao prévoit de racheter jusqu'à 100 000 tonnes de cacao d'ici la fin du mois de mars, pour un coût estimé à plus de 280 milliards de francs CFA. À ce moment, que le planteur touchera désormais le prix réel que le gouvernement a fixé. Déjà près de 200 tonnes de cacao ont été réceptionnées cette semaine à Abidjan. Avec ce programme, les autorités espèrent stabiliser le marché et garantir les revenus des producteurs, considérés comme le maillon le plus fragile de la filière cacao. La Confédération africaine de football a tranché après les incidents de la finale de la CAN. Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw est suspendu pour 5 matchs et condamné à une amende de $100 000. Le camp marocain n'est pas aussi épargné. Achraf Hakimi écope de 2 matchs de suspension, dont un ferme, tandis que la fédération marocaine est sanctionnée d'une amende de $300 000. Suivons ensemble ce reportage. Du titre de champion d'Afrique ni de suspension du Sénégal à la prochaine Coupe du Monde. Ces sanctions potentielles extrêmes qui ont été évoquées ces derniers jours dans les médias et qui avaient contribué à augmenter l'anxiété des supporters qui sont restés plusieurs jours dans l'expectative et l'appréhension des sanctions de la commission de discipline de la Confédération africaine de football. La Fédération sénégalaise de football devra cependant honorer une amende de plus de $700 000. L'entraîneur Pape Thiaw ainsi que les joueurs Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye devront, eux, écoper de matchs de suspension. Je propose d'écouter la réaction de la ministre sénégalaise des Sports. Le coach a agi en vrai patriote. Et tout ce qui sera de notre ressort, nous, autorités investies de mission de service public, de même que la Fédération sénégalaise aussi, nous ne ménagerons aucun effort pour être à ses côtés, qu'ils soient rassurés en ce sens-là. La Fédération sénégalaise de football, de son côté, n'a pas officiellement réagi à ces sanctions, à savoir si elle va faire ou pas appel devant le tribunal arbitral du sport. L'équipe sénégalaise de football semble à ce jour rivée sur la prochaine échéance sportive, à savoir la Coupe du monde de football qui se déroulera à partir du mois de juin 2026 en Amérique du Nord. Le nord-ouest du Maroc fait face à de fortes pluies aux conséquences lourdes. À Keza El-Kébir, dans la province de Larache, les autorités ont déclenché l'alerte maximale pour faire face aux inondations. Suivons cet extrait. Le nord-ouest du Maroc, confronté à de fortes pluies et des inondations ces derniers jours. Dans la ville de Ksar El-Kébir, la plus peuplée de la province de Larache, les autorités provinciales ont activé le niveau d'alerte maximale. Des mesures préventives d'envergure ont été engagées afin de protéger les zones résidentielles menacées. Des vivres, des couvertures et des aides d'urgence ont été mises à la disposition des personnes évacuées. La population est appelée à la vigilance et à la prudence jusqu'à l'amélioration des conditions météorologiques. Selon la Direction générale de la météorologie, les averses, les fortes pluies et les rafales de vent devraient se poursuivre ce vendredi dans plusieurs provinces du royaume. En France, devant le Bataclan, une pancarte comme un cri d'alerte. 7 mois après son arrestation en Algérie, le journaliste Christophe Glaise reste détenu tandis que la mobilisation s'intensifie à Paris. Une soirée de soutien organisée par Reporters sans frontières ravive l'espoir, renforcé par l'annonce d'une visite de Ségolène Royal. Suivons ensemble cet extrait. Devant le Bataclan, une pancarte libérer Christophe Glaise. À l'intérieur, des écharpes et affiches à son nom avant le début d'un concert en son honneur. Un événement organisé par Reporters sans frontières.
fait 7 mois que Christophe est en détention et nous allons rassembler plus de 1000 personnes au Bataclan ce soir. C'est un lieu symbolique de l'Union nationale et je crois qu'il y a une union nationale autour de la cause de Christophe Glaise. Le journaliste a été arrêté en Algérie en mai 2024. Il s'y était rendu pour un reportage sur un club de football kabyle. En juin, il a été condamné pour apologie du terrorisme à 7 ans de prison. Une peine confirmée en décembre par la cour d'appel. Lors de cette soirée, sa mère assure qu'il tient bon. Il est très ému et il ne se sent pas du tout seul avec tout ce soutien et cette mobilisation en France. Lueur d'espoir pour ses soutiens, Ségolène Royal, devenue récemment présidente de l'association France-Algérie, va s'entretenir avec Christophe Glaise. Elle dit avoir obtenu une réponse positive du ministre de la Justice algérien. C'est un signe extrêmement important, puisque Madame Ségolène Royal venait de rencontrer le président Tebboune. Et donc, après ça, elle a eu l'autorisation. Sa famille a formulé une demande de grâce au président algérien. Seule solution pour qu'il quitte sa cellule et rentre en France. Ce vendredi, des centaines de personnes se sont rassemblées à Paris, Toulouse, Lille, Montpellier et Perpignan. Adopté par l'Assemblée nationale française et applicable dès la rentrée 2026, une loi interdit l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans. Présentée comme une mesure de protection des mineurs et d'encadrement du numérique, la décision divise l'opinion entre responsabilité parentale et libertés individuelles. Agapite Napoléon Maforican livre son analyse au micro de Maurice Semasoussi et de Arnaud Boyon. Suivons-les. C'est une bonne décision celle que l'Assemblée nationale française vient de prendre en adoptant quand même à une très forte majorité, plus de 130 voix sur 160 présents, l'interdiction de l'usage des réseaux sociaux au moins de 15 ans. Et quand des réseaux sociaux, on vise surtout TikTok, Instagram, qui crée suffisamment de désordre, qui est considéré comme source de temps de dégradation mentale au sein de la jeunesse, et surtout des plus faibles, des adolescents et des plus fragiles. Et cette décision, ce vote, qui constitue une première, disons en Europe, doit encore être entériné par le Sénat, c'est vrai. Mais au regard de la majorité qui a pris cette décision, son adoption complète à la Sénat et au Sénat français ne peut faire l'objet de doute. Et le président français en a fait une de ses lettres de motifs il y a quelques mois, il y a quelques semaines, en évoquant la question pour réarmer le jeune français et surtout éviter les dérives comme les suicides, les appels au djihadisme, un certain nombre de déviances. Alors, disons déjà que l'Union européenne avait déjà adopté une directive non contraignante pour interdire l'usage des réseaux sociaux aux plus jeunes, aux 16 ans. Alors, donc, c'était non contraignant. La France vient de faire le grand pas après l'Australie. L'Australie l'a fait, la France, l'Espagne, la Chine, la Roumanie, en Europe, en Asie, et même en Amérique, certains pays essayent de gérer, de réglementer. Il est déplorable de constater qu'en Afrique, on est encore loin de cette réalité, où les enfants se promènent avec les parents, disons, lâche prise, et puis c'est symbole de snobisme. On dit les grandes marques, et puis on laisse les enfants y aller à volo. Je pense qu'on dégrade, on détruit notre jeunesse. C'est des plateformes qui ne sont pas totalement sécurisées du point de vue et protection de l'enfance et de l'adolescence. Et donc la décision française, moi je la salue et je voudrais vraiment que les pays africains, notamment le mien, le Bénin, que l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la CEDEAO auprès des directives communautaires et que les pays les intègrent comme formels. Il y a tellement de jeux que je ne sais pas pourquoi c'est sur cette plateforme. Il y a des jeux éducatifs. Aujourd'hui, les jeux éducatifs, l'usage des jeux éducatifs a diminué au profit de ces réseaux sociaux qui sont un fourre-tout entre la jeunesse, l'adolescence et les adultes.
il y a un travail à faire. Je pense que la France vient de faire preuve de précaution en la matière, notamment en tant que pays privilégiément en Europe. Et j'espère bien que les pays africains, disons, vont emboîter le pas à la France. Et puis, dernière actualité pour clôturer cette édition, selon Donald Trump, le Hamas serait sur le point de rendre les armes. Un désarmement présenté comme une condition clé pour entrer dans la deuxième phase du plan de cessez-le-feu à Gaza élaboré par les États-Unis. Une annonce qui relance les espoirs, mais suscite aussi de fortes interrogations sur le terrain. Suivons ensemble cet extrait. Le Hamas pourrait bientôt renoncer aux armes, affirme Donald Trump et son envoyé spécial pour le Moyen-Orient Steve Witkoff. Le désarmement du groupe islamiste constitue une étape cruciale de la deuxième phase du plan de cessez-le-feu à Gaza élaboré par les États-Unis. Right, they're going to give it up. They're going to give up the AK-47s. A lot of people said they'll never disarm. Looks like they're going to disarm. Faisant référence au rapatriement de la dépouille du dernier otage israélien du 7 octobre, Ranvili, Donald Trump a salué la coopération avec le Hamas. De son côté, le groupe islamiste a affirmé avoir rendu le corps de l'otage dans le cadre de son engagement en faveur du cessez-le-feu, tout en réitérant que le désarmement constituait pour lui une ligne rouge. Le Hamas a toutefois laissé entendre qu'il pourrait être disposé à remettre ses armes à une autorité palestinienne. Dans le cadre du plan de cessez-le-feu, une administration transitoire a également été mise en place à Gaza. Chargée de fournir des services publics aux Palestiniens vivant dans l'enclave, elle devra faire face à de nombreux défis, notamment en matière de fonctionnement et de financement. La reconstruction des infrastructures de Gaza constitue un autre pilier majeur de cette deuxième phase. L'ONU estime que son coût dépasserait 42 milliards d'euros. Un processus qui devrait prendre des années alors que les engagements financiers restent à ce stade très limités. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Esaü Télévision.